Alors bonjour à tous, je vais vous montrer une partie passionnante qui s'est jouée à la dernière ronde dans ce final du tournoi du Tata Steel. Mais d'abord, regardons les classements. Alors le tournoi du Tata Steel se divise en deux tournois en réalité, le tournoi des Challengers et le tournoi des Masters avec les joueurs un peu plus forts. Dans le tournoi des Challengers, on avait suivi l'aventure du jeune Français de 17 ans, Marc-André Amorezzi, qui finit deuxième ex-aequo avec le joueur belge Daniel Dardin. Et c'est le grand maître indien Mendonca qui l'emporte. Félicitations à ces joueurs. Dans le tournoi du Masters, on avait suivi dans les vidéos précédentes les parties d'Alireza Firouzja. Alors il finit, vous le voyez, cinquième, parce qu'il y a 4 joueurs qui se partagent la première place à 8,5 points. Et donc il faut un départage qui va avoir lieu en partie rapide. Et Wei Yi va affronter Abdusattorov et Gukesh va affronter Giri. Le grand maître chinois Wei Yi va l'emporter. Gukesh, le grand maître indien, va l'emporter également. Et donc, on va avoir cette finale entre Wei Yi et Gukesh. Et c'est cette partie que j'ai envie de vous montrer. Une partie qui s'est jouée donc en cadence très rapide. 3 minutes plus 2 secondes par coup seulement pour chaque joueur. Et cette partie va pourtant se révéler passionnante, malgré le manque de temps. Déjà dans l'ouverture, on va assister à une ouverture dans le courant de pensée moderne, qui consiste non pas à occuper le centre directement, mais à le contrôler avec des coups à distance, des coups de flanc. Le milieu de jeu passionnant dans le combat des cases, de la structure de pion, jusqu'à la finale, jusqu'à d'ailleurs à ce moment final, cette séquence finale, où on voit le coup gagnant. Je vous montrerai d'ailleurs la vidéo pour voir la réaction des joueurs. Allez, on y va. Alors Wei Yi a les blancs, et il joue Kali F3, comme je vous l'ai dit. Il occupe pas le centre avec D4 ou E4. Et il faudra même attendre le 31e coup pour voir un pion blanc avancer vers le centre, aller en D4. Alors les noirs jouent de manière plus classique, Gukesh joue D5, E3, cavalier F6 et C4. Vous voyez, vraiment dans l'idée moderne, on utilise un pion de l'aile pour attaquer le pion central, soutenu par le fou en F1. E6, si on continue dans cette stratégie B3, libérant la case B2 pour mettre le fou en fianchetto. Le fou sur le petit côté ici, mais en réalité pour arriver sur la plus grande diagonale noire de l'échiquier. Le fou contrôlera les cases centrales D4 et E5 tout en exerçant bien sûr une influence sur l'aile roi également. Fou D6, fou B2 comme attendu, cavalier C6, on a un échange en D5, et G3, avec l'idée maintenant de mettre un deuxième fou en fianchetto, le fou G2, pour avoir les deux fous qui vont cisailler la position comme ça, comme une paire de ciseaux sur les deux plus grandes diagonales de l'échiquier. Petit roc, fou G2, dame E7, Gukesh joue de manière plus classique, vous voyez, petit roc, et là Gukesh va jouer cavalier E5. Il va y avoir des échanges, cela va provoquer des échanges en E5. Mais il joue cela pour libérer le pion C7 pour qu'il vienne en C6, établir une structure de pion B7, C6, D5 qui fera barrage au fou G2. Donc, cavalier E5, cavalier prend, fou prend, dame reprend, cavalier C3 et C6, vous voyez. Et finalement, qu'a obtenu Wei Yi? Eh bien, pas grand-chose. Parce que le centre noir s'est établi, s'est solidifié. Finalement, les noirs sont très contents pour l'instant de l'ouverture. Il va donc falloir que Wei Yi trouve un plan d'évolution pour essayer de valoriser son ouverture dans son esprit moderne ici. Que va-t-il jouer? Eh bien, je vais vous inviter à réfléchir, mais pas tout de suite d'ailleurs, parce que sinon je vais oublier. Je vais vous parler d'un projet que je viens de réaliser. C'est mon école des échecs, une école en ligne. Un club d'échecs en ligne en réalité. Parce que je reçois des demandes de cours particuliers, mais évidemment je ne peux pas accéder à toutes les requêtes. Et donc j'ai mis en place ce club. Il y aura 2 cours collectifs qui vont être donnés chaque semaine, le mardi de 19h à 20h, ce qui permet aux joueurs plus jeunes de pouvoir d'ailleurs suivre, et le jeudi de 21h à 22h, qui s'adresse donc à des joueurs plus adultes. Mais en réalité, quand vous vous inscrivez à ce club, vous avez accès aux 2 cours. Et si vous ne pouvez pas voir l'un des cours pour une raison quelconque, vous pouvez voir ce cours d'ailleurs en différé. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces cours? Eh bien on va étudier des positions, des parties, on va apprendre à identifier correctement les déséquilibres, à établir des plans en fonction de ces déséquilibres, on va aussi travailler évidemment le calcul, mais également améliorer ses ouvertures parce que je vais mettre en place de temps en temps aussi des tournois des abonnés, des tournois pas en partie trop rapides pour laisser le temps quand même de réfléchir, des tournois que je commenterai en direct, mais après je vais me servir des parties qui ont été jouées avec mes outils statistiques pour essayer d'identifier, par exemple, quelle ouverture a été le plus jouée et quels sont les résultats statistiques de ces ouvertures. Par exemple, s'il y a 35% des joueurs qui jouent la défense sicilienne, mais qu'ils obtiennent avec les noirs que 25% des gains, je sais qu'il va falloir travailler telle ou telle ligne et je pourrais le travailler en cours. Mais je pourrais également valoriser ce qui est bien fait.
je sais pas, des très belles combinaisons, des beaux plans, des belles manœuvres, les plus jolies maths, les valoriser dans mes cours, sur la chaîne YouTube, mais également dans mon article. Vous savez, j'ai un article de 5 pages dans la revue mensuelle Europe Échec. Voilà, donc c'est un beau projet pour progresser ensemble. Les cours seront sur YouTube, en fait, en live privé. Il y aura un chat qui permettra donc de discuter, de réagir, de répondre à mes questions. Mais également, je vais lire vos commentaires en direct et je pourrai rebondir sur des commentaires que je trouve intéressants, pertinents, pour pouvoir répondre à vos propres questionnements. Voilà, donc si vous voulez découvrir ce projet, cette école, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus qui permettra d'avoir toutes les informations. Et si vous ne voyez pas le lien ci-dessus, parfois vous me dites que vous ne les voyez pas, je le mettrai dans l'espace commentaire et j'épinglerai l'espace, ce texte, ce commentaire. Alors revenons à notre partie. On disait que Wei Yi devait entreprendre quelque chose. Et puisque la chaîne de pions B7, C6, D5 fait obstacle à son fou G2 sur la grande diagonale blanche, eh bien il va lancer ce qu'on appelle l'attaque de minorité. Il joue B4. Qu'est-ce que c'est qu'une attaque de minorité? Bien, comme son nom l'indique, c'est une zone sur l'échiquier où on va être en minorité de pions. C'est ce qui se passe pour les blancs à l'aile dame, ils sont en minorité de pions. Et l'idée, c'est que cette minorité de pions, ce pion B là, qui puisse venir en B5, attaquer, fracturer, fragiliser la structure de pion adverse, la chaîne de pions adverse, pour créer des pions faibles, des pions arriérés, des cases faibles. Si les noirs jouent à 6, on jouera à 4, toujours dans la volonté de jouer B5 et de détruire la chaîne qui fait obstacle à la vue du fou G2, au rayonnement du fou en G2. Alors les noirs ont joué H5 et les blancs veulent contester la case G4, ils jouent H3. Fou F5. Et là, Wei Yi, il y va. Il lance son attaque, il joue B5. Alors Gukesh a réagi de manière correcte, mais peut-être pas de la meilleure des façons. Et je vais vous inviter à réfléchir à ce que vous joueriez avec les noirs, pour essayer ici de contrer l'attaque de minorité des blancs. Alors vous pouvez mettre la vidéo sur pause, à tout de suite. Alors, Gukesh, lui, il a joué D4. Il réagit au centre. Attaque à l'aile, réaction au centre. Un des principes stratégiques. C'est pas mal. Mais il aurait pu aussi venir exploiter la faiblesse de la case D3 pour son fou, ce qui permettrait d'attaquer la tour et le pion B5. Ça, c'était pas mal. D'ailleurs, c'était un coup qui permettait d'obtenir un petit avantage pour les noirs. Alors que jouer D4 va finalement donner une position pas claire. Ça va liquider un peu les pions. Donc il y a eu prise, dame reprend, prise, pion reprend. Et là, Wei Yi ne se jette pas ici sur le pion C6. Parce que s'il prend C6, déjà il faut avoir conscience que le pion H3 aussi est attaqué. Mais surtout, les noirs vont d'abord jouer tour C8, attaquer le fou, même s'ils se replient en G2 pour défendre H3, et jouer tour D8. Et finalement, les noirs ont donné un pion blanc, mais c'est très provisoire. Ils ont un meilleur développement. Les tours noirs sont en action, pas les tours blanches. Il y a une double attaque sur D2, le pion D2 ne peut pas avancer, sinon le calier C3 tombe, et finalement, toutes les pièces noires sur l'attaque, ils ont une meilleure position maintenant. C'est pour ça que le grand maître chinois ne se jette pas sur C6. Il joue dame F3. Il laisse D2, mais il attaque le fou F5. Et si c'est les noirs qui s'emparent du pion D2, avec l'idée que sur dame prend fou, il y a dame prend cavalier, eh bien c'est les noirs qui vont céder l'initiative aux blancs et qui vont permettre aux tours blanches de s'activer. Par exemple, tour C1, avec de l'attaque de la dame, le pion C6 va tomber. J'avais un élève qui m'avait dit dans cette position, oui, mais on va contre-attaquer sur le pion A2, on va jouer dame A3, éliminer A2 pour avoir un pion passé à 7. Ouais, mais il y a tour prend C6, ça c'est très fort, parce que sur dame prend A2, on peut faire tour prend cavalier, le sacrifice de qualité pour détruire l'abri royal. Et après, pion prend, bien sûr, le fou pourrait prendre la tour, mais fou E4, c'est mieux. Ça menace mat en achète, F6 est attaqué, H5 également. Non, c'est une catastrophe pour les noirs, cette position. Et donc, sur dame F3, Gukesh, il ne se jette pas non plus sur D2. Mais il doit résoudre le problème de son fou qui est attaqué. Donc, il joue fou E6. Dame E3, et là, vous voyez, il lui dit, viens, on échange les dames. Avec l'idée que sur dame prend, il reprendrait du pion D pour se ôter cette faiblesse en D2 et redonner une structure de pion un peu plus compacte. Gukesh décline et recule en D7 en contre-attaquant sur H3 et roi H2 est joué. Et à H4. H4. Et ça, c'est passionnant, ce coup en H4. Parce que ce que va jouer Wei Yi, je ne m'y attendais pas. Alors, comment vous réagiriez sur ce coup H4? Ça m'intéresse. Allez, mettez la vidéo sur pause et essayez de réfléchir. Allez, à tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous auriez joué sur H4? Si vous avez pensé à G4, la contre-poussée G4, eh bien, vous tombez dans un traquenard tactique.
Parce que les noirs vont faire fou prend G4. Si vous ne reprenez pas, bien, il ne fallait pas avancer le pion en G4, vous l'avez perdu. Et si vous reprenez, c'est encore pire. Cavalier reprend avec la fourchette royale, roi, dame. Donc sur cette poussée H4, on ne peut pas contre-pousser par G4. Alors moi, personnellement, j'aurais méprisé pour l'instant cette tension, et je sais pas, j'aurais essayé d'améliorer le positionnement de la tour en A1. Mais vous voyez, c'est mieux ce qu'il fait. Il va prendre en H4. Alors vous allez me dire, mais c'est pas beau, c'est moche, cette position. Pion isolé, pion isolé, pion isolé, pion doublé isolé, le roi qui est faible, qui a un abri qui s'est détérioré avec l'absence du pion G. Alors pourquoi il fait ça, voyez? Eh bien, il fait ça pour trouver du jeu sur la colonne G. Il a envie de poursuivre par dame G5, et puisque le pion G3 n'est plus là, jouer tour G1 et un départ du fou permettrait d'attaquer G7 avec même une poussée du pion H qui pourrait également s'appliquer au combat. En fait, il veut essayer de générer un peu de jeu aussi contre le roi noir. Alors, il y a eu tour E8 de jouer. Là, il faut se méfier parce que la tour, elle met en ligne de mire la dame, et le noir menace par exemple fou C4 pour attaquer la tour en F1. Donc, dame G5. On va pointer G7. Dame D6 échec. On pourrait peut-être jouer roi H1, mais dame G3 a été jouée. Et vous voyez, il lui dit, viens, corrige-moi ma structure de pion. Prends ma dame que je reprenne du pion. J'aurai un pion de plus avec les blancs et une structure de pion améliorée. Alors Gukesh, il veut pas. Il n'est pas question d'ailleurs d'aller prendre le pion D2, parce que la dame défend latéralement le cavalier. Donc après, il peut y avoir fou prend C6 avec les fourchettes sur les deux tours. Donc ici, Gukesh, il joue tour à D8. La tour A8 ne jouait pas, en plus elle était en ligne de mire du fou, donc tour D8 c'est très bien. Tour à D1 on vient défendre. Fou C4, tour G1 sur la colonne G, on observe G7. Cavalier H5, défend G7, attaque la dame. Donc là ça provoque l'échange des dames. Dame prend, tour prend. Fou F3 on attaque le cavalier qui vient en F6, tour G5 avec la tour qui veut utiliser la cinquième rangée pour attaquer les pions faibles, venir en C5 ou en A5 pour attaquer les faiblesses A7 et C6, les pions isolés. Les noirs jouent roi F8, tour C5, fou D5, ça va provoquer quelques échanges, cavalier prend, D4, et là, tour F6. Et ce coup de tour F6, il est embêtant pour les blancs, parce que les blancs, ils ont un pion de plus, mais on l'a dit, leur structure de pion, elle n'est pas top quand même. Et la tour noire, ici, c'est très gênant ce qu'elle fait. Elle attaque le fou et le pion est F2. Deux faiblesses sur la colonne F. On ne peut pas défendre ses faiblesses par roi G3 parce que tour G8 échec et comme le cavalier contrôle la case F4, et bien le roi il est prié de retourner chez lui en H2. Donc comment faire pour gérer cette pression? Si on fait fou prend cavalier, les noirs peuvent reprendre et les blancs ne pourront pas prendre D5 à cause de F2. Et si les blancs viennent défendre F2, les noirs pourront défendre D5 ou même continuer à attaquer la position blanche. Donc ici, vous voyez, il défend latéralement avec sa tour en D3. Cavalier B4 attaque tour et pion. Tour B3, il est dangereux pour le cavalier d'aller prendre en A2 parce qu'on ne sait pas s'il pourra retourner chez lui. En plus, C6 sera en danger, donc le cavalier revient en D5. Et là, oui, c'est magnifique ce qu'il joue. Enfin, c'est magnifique. C'est pas un coup splendide, mais le pion H qui avait repris en HK tout à l'heure, on pouvait se dire que c'était pas beau cette dégradation structurelle. Mais il va trouver son emploi. En fait, il va être très précieux ce pion H. Qui aurait pu le prédire? Il vient en H5. Et donc, il vient subtiliser au noir la cage G6. Et ça, c'est très important pour les blancs. Parce qu'on l'avait dit, le problème pour les blancs, c'est comment résister à la pression sur la colonne F. Le fou ne peut pas partir facilement à cause de la perte du pion F2, la tour est obligée de défendre le fou, et le roi ne peut pas venir protéger à cause de tour G6 échec. Mais maintenant qu'on joue en H5, la tour pourra plus venir en G6, donc le roi pourra venir en G3, le fou pourra retrouver de la mobilité, ainsi que la tour. Ah, le pion en H5. Donc G6 a été joué, prise, et roi G3. Ça y est, le fou et la tour peuvent jouer. Donc maintenant, on menace vraiment de prendre, en fait. Le cavalier vient en E7, mais vous le savez, à ce niveau-là, c'est pas que des coups de défense. On va dire, oui, le cavalier vient là pour défendre parce qu'on attaque deux fois. En réalité, le cavalier, il veut rebondir en F5. Par exemple, si on jouait tour B7, il faudrait assumer cavalier F5 échec fourchette, vous voyez. En plus, si le cavalier prend le pion après, ça va attaquer également le fou, peut-être comme ça. Donc, vous voyez, il est calme, il va jouer fou E4, il va dominer le cavalier. Le fou tend les bras pour attaquer les faiblesses de pion C6 et G6. Et le cavalier doit défendre. La tour défend également, et la tour blanche attaque.
Alors là, les noirs jouent tour D6, ils contre-attaquent sur D4, tour C4, tour D8, tour B4. Vous voyez ce jeu structuré, en fait. On est vraiment dans une finale où on se bat pion par pion. Là, on essaye d'attraper le moindre pion, parce que le moindre pion que l'on gagne, ça provoquerait après l'apparition d'un pion passé, et donc l'espoir d'un jeu de promotion. Donc il ne faut pas perdre les pions. Roi F7, roi F3, les joueurs essayent d'améliorer l'emplacement des rois. Et là, les noirs jouent tour D7. Certainement, ils veulent éviter l'entrée de la tour sur la 7e rangée. Mais tour D8, c'était pas mal. Attaque H3, et on ne peut pas défendre en reculant par G2, parce qu'il y aurait cavalier F5 échec, on en avait parlé tout à l'heure. Bon, mais tour D7 a été joué. Alors les noirs défendent la 7e rangée, mais pas la 8e. Tour B8, ça s'infiltre. Tour E6, clouage. Comme le fou est cloué, les noirs peuvent chercher à faire des échecs. Roi D3, on se décloue. Tour D6. Tour F8, échec, roi G7. Tour B8, roi F6. Wei ne veut pas répéter les coups. Donc il décale son roi pour se retirer du vis-à-vis avec les tours. Tour E6, attaque le fou, on joue F3. Cavalier D5, échec. Là, le problème, c'est que si on prend, les noirs reprennent, attaquent la tour, et les noirs ont ouvert la colonne E pour rentrer en E3. Il y a des cibles sur la 3e rangée, attaquer le roi, attaquer les pions F3 et H3. Donc ça, c'est pas terrible. C'est pour ça que le fou prend pas, et roi B3. Cavalier E7. Bon, H4. Cavalier F5. Et là, que feriez-vous avec les blancs? Ça m'intéresse parce que j'ai donné cette position à mes élèves. J'avais quelques élèves à qui j'ai fait réfléchir sur cette position. Et aucun n'a trouvé le coup du grand maître chinois. Alors, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour voir si vous allez le trouver. À tout de suite. Alors, vous avez pensé à quoi? Alors, si vous avez pensé à tour prend C6, ça ne marche pas. Parce que le cavalier, il est venu en F5 pour aller prendre en D4 et faire la fourchette roi tour. Donc ça ne marche pas. Si vous avez pensé à fou prend C6, c'est pareil, cavalier prend D4, échec. Si la tour prend, la tour noire reprend et les noirs auraient gagné la qualité. Alors le cavalier est gênant, on peut se dire, on va le prendre. Mais les noirs reprennent et la tour va encore chercher les infiltrations dans le camp blanc. Non, Wei il est calme. Il revient en C3 en fait. Il revient en C3. Et là, les noirs jouent cavalier D6. Attaque en tour et fou. Et là, j'ai encore pas mal d'élèves qui se sont trompés en fait dans cette position. Que joueriez-vous avec les blancs? Alors surtout pas tour prend C6. Parce que ça permettra aux noirs de faire cavalier prend fou échec, de libérer la tour noire qui attaquera la tour blanche, et en plus quand on prend E4, on élimine le fou qui défendait la tour. Donc du coup les noirs se retrouvent avec 2 tours. Donc il ne faut pas prendre en C6 avec la tour. Par contre, il faut prendre avec le fou. Et si les noirs prennent la tour, on prendra la leur aussi. Alors les noirs jouent tour C7. Maintenant, les noirs s'apprêtent à prendre la tour blanche, et il faut que la tour blanche bouge en conservant la protection du fou, donc tour C5. Tour E3, échec. Roi D2, la tour ne peut pas prendre en F3, le fou protège. Donc tour A3, on va chercher à attaquer A2. Fou D5, on défend. Si les noirs prennent, on reprend et on obtiendra un pion passé qui aura gagné une rangée. Donc les noirs ne veulent pas échanger les tours et jouent tour D7. Tour C6, clouage. Tour A5, on attaque le fou qui recule en B3. Et là, le roi ne veut pas rester dans le clouage, il joue en E7. Mais la tour, elle va rentrer en G8. Et elle va venir ici toucher le pion G6. Comment les noirs vont faire? Si on veut défendre ce pion, on ne peut pas jouer roi F7, il y a le fou, donc il faut jouer roi F6. Le roi a été écarté. La tour blanche en profite pour aller en E8. Bien joué, le cavalier noir ne peut pas prendre à cause du clouage. Et la tour menace d'entrer en E6 sous protection du fou pour attaquer le roi et faire la fourchette. On attaquera 2 fois le cavalier. Alors ici, Gukesh, il ne veut pas se prendre la fourchette de tour en E6. Et joue roi F5. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, découvrez cette séquence en vidéo. A tout de suite. Alors, Gukesh, vous l'avez vu. Il s'est décalé en F5 pour ne pas se prendre tour E6, la fourchette de la tour. Mais finalement, ça sera la fourchette du fou. Et là, le roi qui vient en F6 ou en F4, c'est pareil, on prend la tour, et maintenant on se retrouve avec une tour de plus, déjà qu'il y avait des pions en moins, c'est intenable pour Gukesh. Et donc vous l'avez vu dans sa réaction. Il abandonne et il a compris qu'il ne gagnera pas le Tata Steel 2024. Après plus d'une semaine de combat,
au fin fond de ses départages, il finit par s'incliner contre le grand maître chinois. Mais il peut être fier quand même de son aventure. On félicite Wei Yi et Gukesh pour leur beau combat, parce que même si c'était une partie, vous voyez, de cadence très rapide, 3 minutes plus 2 secondes, d'habitude on dit on n'analyse pas les blitz, c'est cette formule qui dit ça, sous-entendant que c'est pas très intéressant. Mais là c'était intéressant, dans l'ouverture, dans le milieu, dans la finale, il y avait de la vie dans cette partie. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, comme d'habitude. Au revoir à tous.